Bonsoir à tous et bienvenue pour ce court compte-rendu du match qui s'est terminé il y a maintenant à peu près 2 heures. Nous sommes dimanche soir, il est 21h20 et c'était la finale du Top Jeune aujourd'hui et nous avons eu le match Cannes-Mulhouse décisif pour le titre de champion de France. Et je vais revenir sur quelques-unes des parties qui ont émaillé ce match assez fantastique. On était assez abasourdis avec Nino Maizouradze, double championne de France, et Kevin Bordy aux commentaires. On a vu du grand spectacle et on a imaginé évidemment les émotions des joueurs, des coachs, des accompagnateurs. Je vais revenir un peu sur ce match. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je pourrais facilement me laisser emporter. Je le sens dans les variantes, mais je vais essayer d'aller au plus court possible, montrer 5 parties de ce match. On sait que ce match se joue sur 8 joueurs, 10 parties, 4 catégories d'âge, moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 14 ans, moins de 16 ans. Donc c'était le match au sommet, puisque dans les 9 premières rondes de ce championnat, les deux équipes, Cannes et Mulhouse, avaient réalisé toutes deux le même parcours, c'est-à-dire 8 victoires et seulement un match nul, aucune défaite. Donc tout est bien vaincu et donc c'était la finale pour le titre. L'équipe qui remportait ce match serait championne de France. Alors on va commencer en moins de... Alors j'ai pas sélectionné de parties de moins de 10 ans, j'aurais pu. Mais après ça va faire trop de parties et il y a vraiment trop de parties fantastiques. Donc à noter qu'en moins de 10 ans, les Canois avaient fait le métier, Rajat et Timothée, deux jeunes prometteurs qui ont déjà participé à des championnats internationaux. Ils ont fait 3,5 sur 4 contre pourtant une bonne opposition, Noam Patol et Bastian Zachary, donc 3,5 sur 4 pour Cannes, ce qui fait que Mulhouse devait compenser sur les grandes catégories. Donc on va commencer avec ce deuxième échiquier de pupilles, et puis on va remonter petit à petit, et on terminera avec la partie qui s'est finie en dernier. Donc nous commençons avec Amaryllis Thomas, une pupillette qui tenait les pièces blanches ici contre Kenzo Stéphan. Il était légèrement favori avec les noirs, donc une variante Tarache pour Amaryllis, spécialité philidorienne, mulhousienne, donc, et cette fameuse variante Guimard qu'on a beaucoup vu dans ce top jaune, c'est-à-dire le cavalier qui vient en C6 devant le pion, et je sens que je commence à être trop long. Donc C3, E5, alors d'entrée de jeu, ça a envoyé du lourd, puisqu'il y a les 4 pions qui sont en tension au centre, après seulement 4 coups. C'était un peu à l'image de ce match totalement débridé avec des positions assez incroyables, vous allez voir après. Donc pion prend E5, pion prend E4, dame A4, dame D5. Alors je vais aller au moment clé, hein. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Ça va pas être facile pour moi parce que je sais que je peux facilement aller trop en profondeur. Donc dame prend E4, cavalier prend 4. On pouvait croire ici que la partie serait sans trop d'aventure puisque la structure est symétrique. Égalité de matériel pour l'instant. On pourrait penser qu'il ne va pas se passer grand chose. C'est la beauté de ces matchs aussi de Top Jeune. C'est qu'il se passe très souvent beaucoup plus de choses qu'on pourrait le croire. Donc F4, alors c'est une première décision contestable, hein, puisque ça bloque un peu le fou C1 là. Elle veut chasser ce cavalier de E5, mais elle utilise un coup affaiblissant pour ça. F4, cavalier revient. On C6 tranquillement. Fou E3, fou F5, cavalier attaque le fou. Le fou revient. Des petits allers-retours. Fou C4, elle se développe. Cavalier F6, je ne vais pas détailler chaque coup, je vais juste montrer les moments importants. Ici, après grand roc, petit roc, nous avons un jeu qui s'anime un peu, puisqu'on a des rocs opposés, donc ce qui donne toujours un jeu plus actif, plus attaquant. Et là, elle joue tour H1 qui part d'un bon sentiment. Déjà, cette dernière pièce, elle a les 2 tours au centre. Et par contre, elle commence à subir ce cavalier G4, un coup très désagréable. Ici, c'était au commentaire avec Kevin, on s'est dit, c'est mal engagé pour les blancs, parce que cette simple attaque du fou est très désagréable, car le fou est occupé à défendre F4, qui est sous pression. Et ici, si on joue fou D2, c'est assez affreux, on se prend cavalier F2 et la tour est tout simplement coincée en D1, tandis que si on recule le fou, eh bien on perd ce pion F4 sur échec, donc c'est très embêtant. On s'est dit c'est mal parti, elle a trouvé cavalier F1, c'est bien défendu, parce qu'il y a le fou D7 qui traîne derrière, c'est pas si facile pour les noirs de gagner un pion. On aurait pu monter cavalier prend, suivi de fou prend, mais il y a le fou derrière, et à partir de là le jeu va devenir un peu fou. Cavalier A5 attaque le fou justement, fou D3, fou C6, donc le fou s'enlève de la case D7. On va pas rentrer dans les détails, mais là on pourrait croire que fou C6 c'est plutôt bon car le fou s'active sur une bonne diagonale.
Mais le cavalier A5 a été oublié par Kenzo, complètement oublié. Et après B4, eh bien un problème, le cavalier n'a plus de case, donc elle gagne une pièce alors qu'elle était mal partie. Amaryllis, elle gagne une pièce, fou prend, pion prend, cavalier prend, fou prend, il essaye de se venger sur le pion. Pion prend A5 et là c'est tout simplement un cavalier de plus, mais après tour F8, Amaryllis va jouer avec le feu, elle va laisser son roi en face du fou, elle va conserver son cavalier cloué et ça va lui causer des ennuis. Alors elle essaye dans un premier temps de contre-attaquer, de bloquer plutôt la colonne, mais après F5, ça devient chaud, fou échec obligé, roi bouge, et ici il faut défendre avec tour D3, tour E5, il augmente la pression, fou prend B7, alors là c'était contestable d'aller chercher ce pion, il aurait fallu se déclouer, mais ça c'est déjà des histoires qui arrivent parce qu'il y a tour 1, peut-être faites jouer roi D1 ici, essayer de jouer cavalier C2 dans la foulée pour protéger 2 fois cette tour, ça aurait pu éviter quelques ennuis probablement, mais après fou prend B7, tour à E8, triple attaque sur le cavalier cloué, roi D2 défend triplement, mais après G5 il y a eu le malheureux H3, ce petit coup de pion. Et après fou G3 on a un problème car la tour est attaquée. On a un problème un peu mineur en fait. Elle a joué tour G1 et là elle a eu un vrai problème après cette attaque. Elle pouvait jouer tour bouge. Et en fait après fou F4 c'était une répétition probablement. Il y a eu tour G1, fou F2. Alors là on s'est dit incroyable, elle repère la pièce. Tour prend G5, fou prend E3. Tour prend échec. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a carrément perdu une qualité? Et non, parce qu'il y a fou E4 qui coince la tour. Alors tour prend E4, pion prend E4, tour prend E4, et à partir de là, Amaryllis Thomas a été sans pitié pour son adversaire, et elle a converti cette finale de tour. Elle a commencé par tour C5, très bien joué, attaque C7, force la réponse adverse, tour E7, tour C6, prend l'espace, cette tour très active et qui va aller attaquer le pion A7, roi F8, tour A6, obligé de jouer un coup actif, il essaye de s'activer, s'il jouait C5, pour défendre avec sa tour, il allait reperdre l'autre pion après tour C6, puisqu'il y aurait eu tour C6, c'est sûr. Si on défend le pion, on va vraiment finir par perdre un pion. Donc il faut s'activer tôt ou tard, c'est ce qu'on raconte dans les finales de tour, il faut s'activer. Il a essayé de s'activer, mais trop tard. Tour prend, tour échec. Ici, elle a bien répondu, elle a joué roi D3, elle n'a pas reculé son roi par exemple. Elle a joué roi D3, ne craignant pas la fourchette, parce qu'il y a le pion C7 qui va tomber en fin de variante. Et elle a très bien jugé la finale, tour échec. Roi vient, tour prend, tour échec. Un peu échec de consolation pour les noirs ici. Et après tour H2 qui revient sur les bons rails pour aller prendre ce pion. Essayer d'arrêter le pion A5 qui va filer à dame. Le problème c'est qu'il est tout simplement inarrêtable car dans cette configuration avec le roi noir sur la 8e rangée, impossible d'empêcher échec suivi d'une promotion. C'est ce qui s'est passé. La partie s'est terminée 2 coups plus tard. Voilà, et abandon des noirs puisqu'il va y avoir A8 dame. Donc 2 points remportés par l'équipe de Mulhouse ici avec cette victoire dans une partie assez folle avec une pièce gagnée puis rendue puis cette tour coincée puis une finale de tour. Donc c'était le début des rebondissements de ce match. Il y en a eu beaucoup. Ils ont été nombreux, on va aller voir, on va enchaîner avec la partie suivante. Donc Luka Radovanovic, vice-champion de France Poussin 2015 contre Léo Monod. Alors je vais pas montrer les détails, c'est une Réti. E3, fou prend C4, cavalier C6 qui était déjà un petit peu discutable parce que normalement on a plutôt envie de jouer C5 à un moment donné dans cette structure. Après il s'est retrouvé un peu moins bien et qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette partie? Ah oui, alors les blancs prennent le centre. Les noirs se rendent compte qu'ils ont besoin du pion C. Alors ils reculent pour faire cavalier D7. C'est plutôt bien senti de la part des noirs. Fou F4. Les blancs ont une position plutôt impressionnante avec 2 pions au centre, les 2 fous développés, les 2 cavaliers développés au centre. La tour est déjà développée. La deuxième tour qui va bientôt, elle aussi, s'activer. Les noirs un peu resserrés. Cavalier H1 qui essayent de se dégager. Fou E3. On refuse les échanges de pièces. Cavalier D7 se redéploie. Donc un des coups très important des noirs, ça va être ici C5 pour essayer de s'en prendre à ce centre. E5, c'est thématique ici, les blancs avancent au centre. G6, une autre avancée typique, ça aurait pu être D5, bien sûr. E5, G6, alors E5 à noter qui menace G4, coince le cavalier sur le bord, un peu comme dans la partie précédente. G6, D5, en avant. Luka là il avance sur son adversaire, il avance au centre, cavalier G7, un coup pas agréable à jouer mais bon faut protéger ce pion. Fou H6 pour essayer de gagner un pion,
E prend D, cavalier prend, donc forte impression, ouverture de la colonne D en face de la dame. Très bonne position pour les blancs. Tour E8, cavalier prend, dame prend, fou G5 attaque la dame. Et alors là, surprenant parce que on pourrait avoir un sentiment de sécurité quand on joue fou G5. Alors je sais pas s'il avait tout prévu, Luca, le joueur de Cannes, mais toujours est-il que ça a entraîné de grandes complications. Effectivement, faire très attention quand on fait ça parce que le fou donne le sentiment d'être protégé par le cavalier, mais le cavalier peut être capturé sur le champ par le fou avec une attaque sur la dame. On pourrait perdre une pièce dans cette histoire. Alors c'est plus compliqué que ça, on va y aller. Fou prend F3. Alors on peut pas prendre E7 parce que fou prend E2, bien que tour prend D7. Ah oui, que cette variante était aussi à calculer, c'était assez amusant. Et peut-être à la fin, c'est un petit fou G4 pour attaquer cette tour, essayer de récupérer le fou. C'était compliqué aussi cette variante, il y a beaucoup de variantes compliquées. Il y a eu dame prend F3, c'est plutôt bien joué. Et l'idée c'est que sur dame prend fou, il y a tour prend D7. Ça ce serait très bon pour les blancs, puisque le pion F7 sera attaqué 3 fois dans la foulée de cette variante. Mais il y a eu cavalier prend E5, alors là on se dit ok, les noirs font un coup intermédiaire, ils attaquent la dame. Donc sur fou prend, cavalier prend, tout va bien pour les noirs. Mais là, un autre coup intermédiaire des blancs, dame prend tour, génial. Dame prend tour, avec l'idée, si tu prends ma dame, je prends la tienne et j'ai une tour de plus, tout simplement. Donc la réponse est forcée, dame prend fou. Et après, dame D5, recentralisation. Donc à noter que le cavalier G7 protège la tour ici, ça ne joue pas à grand chose, hein. La dame revient, elle protège le fou C4 qui est attaqué par le cavalier. Et alors à partir de là, il y a Léo Mono, il va envoyer du lourd avec les noirs, il va activer ses deux cavaliers. Cavalier E6, première petite activation du pauvre cavalier G7. Dame E4, bon la dame ne veut pas rester là parce qu'il y a des petits cavaliers F4 qui commencent à traîner avec des attaques sur G2 et sur la dame. Donc bon, dame E4, continue à protéger le fou. Cavalier F4, il arrive quand même. Roi H1, bon ça paraît sage de ne pas rester en face de la dame. Roi G7, petit coup de roi pour améliorer la position, on ne veut pas rester lui non plus en face du fou. Tour G1, donc un coup ma foi prophylactique de Luca ici, protège G2 plusieurs fois au cas où. Cavalier G4, alors là, tour G1 ça avait un avantage, ça protégeait G2, l'inconvénient ça a abandonné la défense de F2 et ici menace tout simplement échec et mat en un coup pour les noirs. Cavalier prend F2, mat à l'étouffer, défendu par dame D4 échec. Roi H6, le roi noir trouve une sorte de cachette ici en H6, mais on verra qu'elle n'est pas si sûre que ça. Pion G3, les blancs se disent je vais repousser ce cavalier, c'est un peu dangereux, et là, tour E4, accrochez-vous, sacrifice de la tour, mais évidemment c'est un pseudo-sacrifice, les blancs ne peuvent pas s'emparer de cette tour, ce serait cavalier F2, échec et mat, et oui, le cavalier surveille, c'est un mat inattendu avec deux cavaliers. Joli coup, tour E4, évidemment, Luka Radovanovic ne tombe pas dans ce piège, il joue dame D2, il continue à protéger F2, dame H5 menace de nouveau échec et mat, c'est très chaud ici sur le roi blanc. Ici on pouvait croire que c'est très dur de défendre cette position pour les blancs, mais il a été très astucieux, il a remarqué que le cavalier F4 était cloué sur le roi H6. Et donc, il a joué tour G2, je protège et tu ne peux pas prendre ma tour. Alors, ce faisant, le fou C4 est quand même en prise, mais il y a eu... Et là, Léo Mono, qui était quand même sur une bonne séquence de coups, là, il s'est un peu emballé, il s'est trompé, il a oublié un calcul. Dans ses calculs, il a oublié un coup. Il a joué cavalier E3, c'était un peu trop. Il fallait sans doute prendre en C4. Et après, pion prend F4. On a toujours une qualité de moins, mais on peut jouer... on peut largement jouer, la position est tout à fait équilibrée. Peut-être un peu mieux pour les blancs, mais pas grand-chose. Donc il a joué cavalier E3, en fait il a voulu enlever ce fameux clouage. Malheureusement après pion prend E3, cavalier prend tour. Il espérait un roi prend par exemple, roi prend cavalier suivi de tour prend. Et il a égalisé le matériel, il a même gagné un pion, mais évidemment... Les blancs ont des coups intermédiaires, ils en ont plusieurs ici, ils peuvent faire fou D5 attaque la tour, fou D3 attaque la tour ou fou E2 attaque la dame. Tous ces coups ont l'air de fonctionner. Il a choisi fou D5 attaque la tour et après tour bouge, il y a eu fou prend G2. Résultat des courses, Luka reste avec une pièce de plus et il a converti cette partie sans trop de problèmes. Il a activé sa tour, il a centralisé sa dame, même s'il a décentralisé pour déclencher une attaque. Ça s'est fini par une attaque d'ailleurs, H4 échec, roi H5 et fou F3, ce roi
n'a plus de case de fuite, il faut donner la dame et après fou prend, ce sera échec et mat. Donc victoire de Cannes, alors coup pour coup dans ce match. Donc on avait vu juste avant la victoire de Amaryllis pour Mulhouse, ici une égalisation cannoise de Luca, une égalisation par rapport aux deux parties qu'on vient de faire. Voyons la partie suivante. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, donc c'était Matteo Zachary qui avait les blancs contre Vincent Christian. On monte dans la catégorie des moins de 14. Et après B4, Gambi Evans pour les blancs. Accepté, C3 x5. On va juste montrer un peu, on va pas aller dans les détails très profondément, juste montrer cette position. Les blancs ont récupéré le pion, les noirs développent un peu, ils ont roqué au moins. Cavalier D4, cavalier prend fou échec. Ici les noirs vont aller à la chasse au pion D4, c'est pas sûr que c'était une bonne idée, parce qu'on est sous-développé ici, et on va rester assez mal développé, mais cette partie va être assez intéressante. Fou prend D4, cavalier C4, protège le pion E5, fou C5, ça attaquait aussi le fou par la même occasion. Dame H5 menace le roc des noirs, le roi vient s'en charger. Protégé, cavalier E3, menace cavalier F5, menace assez terrible, menace aussi tour prend fou, donc la réponse est forcée, fou prend cavalier. Je sais pas s'il pouvait jouer D6, c'était une autre question. Cavalier F5 avait quand même l'air très fort. Donc fou prend E3, pion prend E3, et nous avons une curieuse formation avec des pions triplés isolés chez les blancs, mais ils ont une certaine force ici. Ils sont pas si faciles à attaquer et ils contrôlent quand même plusieurs cases assez importantes. Donc ça fait une espèce de trident là, de triple pion qui attaque beaucoup de cases. Une espèce de harpon A5. Alors là il a trouvé une idée assez astucieuse Vincent. Avec les noirs il était un peu en difficulté. Il aurait peut-être pu faire D6. Mais il a joué A5 pour activer sa tour. Parce que comme c'est très très long de sortir le fou, et ben, du coup c'est très très long de sortir la tour. Et il va l'activer de manière vraiment... efficace par tour A6, ça va venir par la même occasion défendre son roi. A4, il veut pas se prendre A4, Matteo, A4, tour A6, petit roc, il est temps, hein, 21e coup, il y avait un jeu débridé, les blancs n'avaient pas encore eu, entre guillemets, l'occasion ou le loisir de roquer, donc la tour se retrouve immédiatement dans l'attaque, on a des pressions sur F7 ici, c'est assez désagréable. F6 et la tour A6 fait un super travail défensif en fait. Ici sur pion prend F6, il y aurait eu tour A prend F6 et la tour qui jouait pas du tout est en train de s'activer sur la colonne F. Et il y aurait des problèmes, par exemple, on aurait tour prend, dame prend. Il faudrait faire attention, on ne pourrait pas prendre dans ses aides ni avec le fou ni avec la tour à cause des attaques sur la colonne. Il faudrait faire attention à des dames F2 et des dames F1. Il y a des maths un peu partout là, il faut se méfier. Donc il n'a pas fait ça, il a fait H4, ce qui libère une case pour son roi et qui attaque l'abri du roi noir, là, cet abri qui est déjà bien avancé. Donc tout va jouer sur l'attaque des blancs, les blancs qui ont toujours un pion de retard, mais qui attaquent fort. Pion prend H4, fou F4, alors pion prend H4, une décision discutable, hein, ça a ruiné ce qui restait de défense du roi noir. Peut-être qu'il aurait fallu faire autre chose. Fou F4, menace en H6, cavalier prend, tour prend, la tour arrive, et ça c'est assez terrible. La tour arrive dans l'attaque, menace tour G4, dame E8, alors est-ce qu'il fallait jouer D6 à tout prix pour essayer de surveiller au moins cette case, mais il y allait avoir tour prend H4, ça allait être quand même désagréable, menace dame prend H6, il fallait jouer peut-être un tour H8, pas évident du tout, ici de juger dame F7 échec et mat, c'est gênant, donc c'est pour ça qu'il a préféré faire dame E8, propose l'échange des dames. Ça a été refusé, tour G4 échec, roi H7, et il fallait pas se tromper, hein. Roi H8, déjà échec et mat, dame prend H6, roi H7, dame F5 échec, roi H8 forcé, ce roi qui a plus de cases de fuite, attention il y a aussi le fou là qui participe à l'attaque, c'est très très chaud. E6, alors là coup très malin de la part de Matteo, hein, qui a vraiment de l'imagination, de créativité. Ici, il a envie de faire tour prend H4, bien sûr, pour essayer de faire tour prend H6 et essayer de faire mat. Mais le problème, après tour prend H4, et ouais, puis on prend E5 et cette diablesse de tour A6 qui défend sur la 6ème rangée. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a envie d'intercepter cette 6ème rangée et il joue E6. C'est très très malin. Donc il y a eu pion prend E6 et maintenant dame F4 et on se rend compte que la tour A6 n'est plus en mesure de défendre H6 parce qu'il y a deux pions devant elle. Menace dame prend H6 mat, c'est super bien joué. Dame H5 vient protéger
Et ici, alors qu'on aurait pu jouer tour prend H4, hein, on pouvait s'attendre. Un tour prend H4. Il en voulait plus, Matteo, et il a joué tour C5, sacrifice de tour. Alors pseudo-sacrifice évidemment, sacrifice de déviation. La dame ne peut pas prendre, sinon c'est échec et mat. Mat de l'escalier. E5, croyant bloquer cette attaque, mais tour prend E5. Et de nouveau, sacrifice de déviation par rapport à la dame, et c'est cloué. Si pion prend, c'est dame prend, et mat en 2 coups. Voilà, il y a des attaques partout. Ici, ça chauffe vraiment. Tour prend E5, il y a eu F5 qui libère de nouveau la 6ème rangée. C'est juste fantastique cette partie. Tour prend H4. Donc évidemment, de nouveau une attaque sur la dame. Dame G6. Le pion est tenu par cette tour A6 et la dame. Et ici accrochez-vous, c'est pas fini, on n'est pas au bout de nos surprises. Alors qu'on pouvait penser que peut-être les blancs allaient prendre en F5 ou jouer un coup comme tour E7 pour aller sur la 7ème rangée, des choses comme ça. Il n'en est rien. Matteo insiste sur ce thème de la 6ème rangée et il l'intercepte avec fou E6. Très classe, coup très classe. Et menace tour prend H6, donc gagne une dame. Tour prend pour défendre. Tour prend et c'est cuit. Fou prend, tour prend, gagne la dame. Roi G7, tour prend, roi prend. Ah, c'est pas complètement fini. Il y a encore tour et fou contre la dame. Ça combat, le combat continue. Dame prend. Le problème, c'est que cette dame ramasse tous les pions. Dame prend, roi F5, dame échec. Roi E5. Dame C7, on peut pas gagner la tour par dame G7, il y a tour F6. Donc dame C7 et là les noirs ont préféré abandonner. Ils vont perdre ce pion A5, ça va faire beaucoup. Et il faut faire attention de ne pas perdre une tour dans l'histoire aussi. Donc ce pion va avancer petit à petit, il va être trop dur à stopper. Les noirs ont préféré en rester là. Partie impressionnante avec ces thèmes. Tour A6 c'était une belle idée défensive. Mais les blancs ont obstrué cette 6ème rangée à plusieurs reprises et ils ont attaqué sur ce roi noir qui manquait d'abri. Voilà le genre de partie qu'on avait dans ce match. Partie totalement débridée avec des idées imaginatives offensives, défensives. Il y en a un peu de tous les côtés. Allez, on continue. Encore 2 parties à vous montrer. On s'approche du dénouement dramatique de ce match. Alors celle-ci, elle fait quand même 62 coups. Je ne vais pas vous la montrer en détail. De nouveau une variante Tarrache contre la française, C5, puis on prend, dame prend. C'est Pierre-Basile Coiffet qui tient les pièces noires, champion de France 2015. Quentin Bury qui tient les pièces blanches, champion de France 2014, ou il me semble. Petit roc, cavalier C6, cavalier B3, cavalier F6. On va pas voir tous les détails, je vais juste amener le moment critique, il y en a beaucoup, c'est surtout dans le milieu de jeu. Proposer d'échanger des dames, c'est refusé. Voilà, on a étudié. Et ici, après tour AD8, Quentin a décidé de troquer la dame pour les 2 tours. Dame prend tour, tour prend dame, tour prend tour échec, roi bouge et tour revient au centre pour défendre ce pion A4. Donc on a matériel hétérodoxe, 2 tours pour la dame. C'est jamais très facile de savoir si c'est plutôt la dame qui domine ou plutôt les 2 tours. Faut voir en fonction des positions. 2 tours, c'est vrai que ça peut faire des attaques conjointes. Si elles sont doublées sur une colonne ou sur une 7ème rangée, 8ème rangée, ça peut faire des dégâts. Alors que la dame aime bien les grands espaces et elle peut attaquer à plusieurs endroits différents. Elle aime bien s'il y a des faiblesses sur le roi adverse ou s'il y a des pions qui sont fragiles pour essayer d'aller les cueillir. Et donc il y a une pression intéressante ici sur la grande diagonale avec la dame et le fou. Le cavalier est plus ou moins cloué, il faut qu'il fasse très attention quand il va bouger pour pas qu'il y ait dame prend G2 mat. Et le cavalier 7 tour 1 G6 AB AB tour D1, donc ces 2 tours se doublent justement et ils attaquent le cavalier. Cavalier E5, alors les noirs essayent d'insister sur cette diagonale. Bien sûr, cavalier prend E5 impossible, il y aurait dame prend G2, échec et mat. Mais ils ont manqué sans doute de nouveau une interception, ce thème qui revient beaucoup là. Fou D5, très joli coup de Quentin Bury. S'oppose sur la diagonale et donc l'idée c'est que sur pion prend fou il y aurait cavalier prend cavalier et tout d'un coup c'est plus la même histoire car le fou est bloqué par son propre pion et on a un beau cavalier, on a 2 tours qui vont travailler ensemble. Peut-être qu'il aurait pu essayer de jouer ça mais il n'avait pas envie de rester avec son fou coincé derrière et il a fait dame prend. Bon alors sur cavalier prend c'était embêtant parce que j'imagine qu'il y avait fou prend, dame bouge, fou prend, dame prend, tour D7 et là on va perdre le pion F7 suivi de probablement, enfin possiblement plutôt, d'un doublement.
des tours ou simplement la tour qui revient avec des menaces assez embêtantes. Et là c'est dominant pour les deux tours pour l'occasion. Il n'a pas voulu faire ça. Il a préféré faire dame prend. C'était discutable. Il a choisi ça, ça ruine un peu la structure et fou prend. Il pensait qu'ici avec un fou en D5 assez puissant, des pions plutôt compacts, on va pas perdre un pion dans les coups qui vont venir, et une structure ruinée chez les blancs, vous pouvez lui offrir quelques chances de nul. En fait, c'est sans doute un assez bon avantage blanc ici et sur un jeu correct. En plus, on a une majorité à l'aile dame, 2 contre 1. On doit pouvoir créer un pion passé dans pas très longtemps et gagner cette partie. Mais ça s'est pas joué comme sur du velours. Au contraire, il y avait de la tension aussi, bien sûr. Hein. Il y avait les problèmes de pendule, il y avait la tension du match pour le titre de champion de France par équipe. F4, roi G7, roi F1. Roi F6, ok, les deux rois s'activent, hein, c'est le principe important de finale. Roi E3 vient défendre le pion F4 juste à temps. Ici, les noirs commencent à être un peu en zigzag. Si le roi recule, c'est le roi blanc qui va peut-être s'infiltrer par C5. Puis si le fou bouge, c'est ce qui s'est passé, la tour va pouvoir pénétrer dans le camp adverse. Tour D8, c'est ce qu'il fait Quentin. Et les noirs n'ont pas trouvé grand chose. Peut-être qu'il aurait pu essayer de ne pas bouger, mais le problème c'est que sur le long terme, les blancs devraient gagner cette partie. Il a fait G5 pour avancer. Pion prend, ça a dédoublé les pions blancs. Roi D4, roi F4. Alors roi D4 c'était discutable aussi. Peut-être qu'il aurait pu tout simplement, Kevin proposer ici un petit tour B8. Pour jouer B3, c'est troquer les pions et puis créer un pion passé après avec C4. Avec notre 2 contre 1 devrait être valorisé ici. Ça va pas du tout être facile pour les noirs de trouver du contre-jeu. Ça devrait gagner pour les blancs. Mais après roi D4, il y a eu roi F4 et soudain ce roi noir vient essayer de gratter F2. Roi C5, Quentin a joué de manière assez rapide, il avait plus de temps à la pendule. Il avait l'air sûr dans son infiltration de roi. Il a ramené sa tour en D2 pour tenir F2. E5, les pions s'y mettent. Pion B3, donc ça il essaye de valoriser son 2 contre 1. Sur fou prend, il va prendre en B5, suivi de C4, ça va faire un pion passé intéressant. Mais fou F1, bien joué. Pierre Basile, roi D5, on va essayer de gratter le pion. E4, il n'en est pas question. Roi E5, fou D3 protège ce pion, bloque la tour. Le roi va chercher un pion, mais G4, roi prend, et soudain, fou E2, interception. Encore une interception, et on veut faire roi prend, ce qui va créer le pion passé E4. Et tout d'un coup, plus rien n'est sûr dans cette partie. Alors qu'on pouvait penser que ça allait être un gain sans histoire pour les blancs. Pas du tout. Pourtant, Quentin, un joueur 2293, un gros classement, maître feed. Mais là, ça glisse. Ça devient très psychologique, ces matchs à enjeu. Roi là, roi prend. Le roi tente de revenir. E3, tour C2. Pour essayer de faire ce pion passé. Mais maintenant, il y a un pion passé qui est beaucoup plus dangereux en face. C'est le pion E3. Ça devient incertain. Roi F3. Tour C1, il va bien falloir essayer d'arrêter ce pion à un moment donné. Roi F2. Alors, est-ce qu'il pouvait jouer son fou? Je ne sais pas. Je n'ai pas analysé tous les détails de cette finale. C4, le pion se met en route. Et ici, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe après E2? Il va y avoir une nouvelle dame. Le fou contrôle C6. Qu'est-ce qui se passe? Sur C6, pas possible. La fou prend C6. Si la tour prend, c'est une nouvelle dame. Ce serait une victoire pour les noirs. Que faire avec les blancs? Est-ce que les blancs se sont ratés? Roi F4. Le roi revient, mais on se dit pourquoi il revient? Dame, prise, prise. Et là, on se dit, mais il y a une pièce de plus pour les noirs. Les blancs vont peut-être faire un match nul. Alors qu'ils étaient en train de gagner. Il n'en est rien. Alors, je sais pas à quel point Quentin va anticiper les événements. Mais en tout cas, ici, il a joué H3. Génial. Et soudain, les blancs gagnent. Donc c'est assez fou. Donc il y a eu roi D2, le roi tente de revenir, mais il est aux fraises hein, maintenant ce roi. Et alors il faut s'occuper de ce pion, et puis bientôt il va falloir s'occuper de l'autre pion. L'astuce c'est que sur pion prend H3, on prend le fou. Alors on arrête ce pion et on file la dame. Sur roi F1 qui menace d'aller accompagner, on va tout simplement supprimer ce pion. Et puis ensuite on file à dame et on gagne la partie. Donc H3, coup inattendu, joue sur le manque de protection de ce fou F3, enfin on sape son point d'appui là, et on va créer un deuxième pion passé. Il y avait H4 dans la même idée qui était intéressant pour essayer de filer, peut-être que ça gagnait également. Ah non, il y avait roi F2, oulala, oui c'est pas la même, roi F2 et le pion G avance. Ouah, c'est très piégeux toutes ces finales là, H3, bien joué. Roi D2, pion prend.
Et maintenant, on ne peut pas arrêter les pions. Alors, ça ne se joue pas à grand-chose, hein. Je crois que ça se joue à un tempo. Un tempo, il aurait fallu un coup de plus pour les noirs pour stopper les pions. Ça aurait changé l'issue du match. Les blancs accompagnent. G6, roi D4. Le roi veut attraper ce pion. Mais G7, menace dame, fou F7, C6. Le roi n'a pas eu le temps de l'attraper pour un coup, hein. Pour un coup, le fou a arrêté le pion G, mais pas le pion C. Roi D5, C7. Fou échec. Roi F6, roi D6, et c'est une nouvelle dame qui arrive sur l'échiquier. Et après fou prend dame, ce serait une dame en G8. Et donc dame contre fou, c'est gagnant. Victoire de Quentin Bury dans cette partie échevelée contre Pierre-Basile Coiffet. À ce moment-là du match, Mulhouse était mené encore d'un point contre Cannes. Et non, pardon, Mulhouse menait d'un point. Grâce à cette victoire, Mulhouse menait d'un point. Et il leur fallait encore tenir la partie nulle dans la partie suivante. C'est la dernière partie que je vais vous montrer pour ce résumé. Donc c'est Dimitri Lagarde, multiple champion de France, contre Jovan Gatineau. Deux joueurs qui approchent les 2200 Elo. Même Jovan les a déjà dépassés d'ailleurs. Donc c'était une défense slave ici. On va pas rentrer dans les détails. On va juste dire que les blancs ont une majorité à l'aile dame à 3 contre 2, donc ils vont essayer de valoriser dans la finale. Ça va être un peu le thème de la partie. D'ailleurs, très astucieux roi E2 ici. Il veut pas roquer. Il sait que son roi doit participer à la finale. Il veut pas le cacher alors qu'il n'y a plus trop de danger. Il préfère le mettre en E2. C'est bien joué. Donc cavalier E5. Cavalier prend. Donc deux fous qui font assez bonne impression côté blanc. F5, E5, les noirs ne se laissent pas faire. Eux aussi, ils ont un 4 contre 3 à jouer sur ce côté-là. Ils veulent avancer leur majorité. Chacun avance et les noirs se sont créés un pion passé protégé. C'est pas négligeable. Mais les blancs sont bien centralisés ici et ils vont essayer de créer aussi un pion passé avec C5. Alors j'avance un peu, les blancs avancent leur pion, ils veulent créer quelque chose. Fou échec, roi bouge, fou C3, tour C2 et la tour prend D5. Petite tactique. Tour prend C3, donc sur pion prend D5, l'astuce c'était fou E1 échec, et après roi prend, tour prend, et une belle tour, et menace tour E2. Roi E1 c'était sans doute pas précis, roi prend E1, c'est forcé. Cette tour prend E1, mais ça fait pas rêver, donc c'est pour ça qu'il a préféré tour prend C3, tour D1. Il y a eu un échange de tours, en fait d'abord il y a eu un échange de pions, ensuite il y a eu un échange de tours. Et on a maintenant un 2 contre 1 à jouer côté L-Dame pour les blancs, A5. Il a décidé de le jouer avec A6. On aurait pu attendre B6, hein, mais c'est vrai qu'après pion prend B6, pion prend B6 et par exemple fou B7, là ce pion est fortement stoppé et ça va être très très dur de dégager le passage. Donc il a préféré faire A6 avec l'idée soit B6, soit fou prend A6 carrément. C'est ce qu'il a fait dans la partie. Fou C4, tour B4, fou bouge, fou prend A7, pardon. Fou prend A6, fou prend A7, sacrifice du fou pour passer des pions. Il y a eu fou prend B5 et oui, sur tour prend pion B6, c'est terrible. Les pions filent à dame, on peut en prendre un mais pas le deuxième. Ici ce serait perdu pour les noirs. Désolé, je suis un peu fatigué après cette longue journée. 9 heures de live avec 1 heure de pause au milieu. Pas simple, pas simple. Allez, tour prend B5, il y a eu, donc il sacrifie, il contre-sacrifie son fou. Tour prend B5, tour prend A7, tour B6. Et alors là, on a une finale de tour. Alors, on ne pourra pas plonger dans les méandres de cette finale de tour. Hein. Ce serait passionnant, on pourrait y passer facilement plusieurs dizaines de minutes. Mais on va aller à l'essentiel une fois de plus. Cette partie a été très longue et c'est la dernière partie du match. Donc ici, l'enjeu était simple. Enfin, pas tout à fait à ce moment-là, mais très bientôt, ça va être l'enjeu final de ce match et de ce championnat pour le titre de champion de France. Donc H4, roi D4. Alors, très mal placé la tour en A7. Le roi va venir pour débloquer le chemin du pion A et le pion est à 2 cases de la dame. Donc ici, les noirs doivent vite trouver du contre-jeu. Il vient de jouer G5, très bien joué. Il cherche du contre-jeu, c'est très astucieux. Il y a eu G3 pour essayer de bloquer la situation. HG, HG, GF, GF, roi G6. Et maintenant, il y a un espoir pour le noir de venir avec le roi pour capturer un pion, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc il a dégagé le passage là encore. Et si le roi file tout simplement, et bien si on perd F4, ça va être une partie nulle au minimum. Donc roi C5, roi H5, roi B6, tour A8, tour G2. Alors là, coup astucieux des blancs.
la coupure du roi. Le roi noir ne peut plus venir contre-attaquer sur ce pion F4. Et de l'autre côté, bah, le pion file. Hein, roi B7, pion file. Là, on pouvait se dire, c'est la voie toute tracée. D'ailleurs, c'est à peu près à ce moment-là que cette partie est devenue la dernière du match. Et donc, les deux capitaines ont donné leur consigne sur la première table où ils se sont accordés pour une partie nulle. Donc le capitaine de Cannes comptait bien ici à ce que son joueur Dimitri Lagarde convertisse cette finale en victoire. C'est vrai que ça a l'air très très prometteur. Tandis que côté Mulhouse, bah, on espérait pourquoi pas un sauvetage de Jovan Gatineau. Et ça a été épique là aussi. Alors il y a eu E3, donc toujours en recherche de contre-jeu. On va essayer de faire E2 pour éloigner la tour, pour venir capturer ce pion. Donc par exemple, il y a eu A7, tour F8. Alors là, c'est pas évident, il faut prendre une décision avec les noirs. Sur E2, tour prend E2, roi G4, c'est tout simplement perdu parce qu'après tour F2 protège le pion et le pion A7 va essayer de se transformer. C'est pas fini, hein. Pas fini cette histoire. Je suis pas sûr d'ailleurs si ça gagne vraiment. Je vais mettre un petit coup de module pour me venir en aide. Malheureusement, il me dit 1,76. Il m'aide pas beaucoup. Ah si, il dit que ça gagne. Il dit que ça gagne. Alors après un petit tour 8 par exemple. Il donne ici roi A6. Qu'est-ce que c'est que ce... Une astuce sur une pluie d'échecs. Qu'est-ce que c'est? Roi B5. Si je reviens. Tour A2. Roi prend F4. Que se passe-t-il? Dame. Ah, il veut dire que cette finale est gagnante. Ouh là là, d'accord. Alors le roi est suffisamment proche pour gagner. D'accord. Et ça, c'est pas du tout évident. Ok, donc peut-être qu'il avait senti ça, Jovan. Il a choisi tour F8. Accrochez-vous, tour G5 échec, roi H4, tour prend F5, sacrifice. Et oui, si la tour prend, c'est une nouvelle dame. Alors il aurait peut-être pu essayer, on aurait pu être tenté avec les noirs de défendre cette finale comme ça. Tour prend et on se dit, est-ce que je vais vraiment perdre le pion? C'est pas si clair. Je crois que j'avais proposé dame G2 ici, alors je sais pas exactement ce qu'il en est. J'ai l'impression que ça va peut-être gagner le pion, mais c'est loin d'être clair. Loin d'être clair. Peut-être on va essayer de ramener. C'est un peu de zugzang, les noirs, mais je suis pas archi sûr. Peut-être qu'il a eu peur. Et sinon, on peut se dire au pire, je vais défendre tour contre dame. Bon, c'est perdant, bien sûr, tour contre dame. Mais on a déjà vu des cas de match nul en pratique. Donc c'était peut-être une tentative de sauvetage. Mais non, il a fait tour 8. Très bien joué. Il accompagne son propre pion à la promotion. Alors ici, il y avait sans doute un chemin vers la victoire pour les blancs. Il a joué tour E5. Ah, bien sûr, ils avaient très peu de temps. C'était tendu. Il a eu peur aussi de la promotion. Mais peut-être qu'il aurait pu faire un coup de tour comme tour G5. Et après E2, tour G1. L'idée, c'est que sur E1 dame, on va prendre. Et après tour prend, on va faire une dame. Et là, on gagne de manière nette et sans bavure. On a même encore un pion. Donc ici, je sais pas trop comment les noirs projetaient de se défendre. Peut-être roi H3, mais ça m'a l'air tout simplement fichu. Je vais juste vérifier. Tour E1. Roi G3. Tour prend E2. Voilà, oui, c'est juste terminé. Ça gagne la partie. Donc ici, il pouvait l'emporter visiblement. Et il a fait tour E5. C'est un peu sur ce coup que se joue ce match. Vous imaginez, sur plusieurs centaines de coups, plusieurs jours de compétition, plusieurs heures de réflexion. Ici, c'est sur un petit coup de rien du tout de tour que le titre va être adjugé. Donc tour E5, tour prend E5. Et c'est pas encore fini d'ailleurs, parce qu'il y a eu tour prend E5, E2, dame, dame. Chacun a fait une dame. Dame D5. Alors les blancs ont dame et pion contre dame. Une finale très très complexe du jeu d'échecs. Et ils vont essayer de convertir ce pion en dame, ce qui n'est pas du tout facile. Donc ici c'est nul théorique selon les tables de finale. Mais ça peut changer à tout moment selon les coups des joueurs. En pratique, c'est des bonnes chances pour les blancs de convertir ce pion. Alors on va juste montrer un peu la suite. Il y a eu échec. Donc toute l'idée est de ne pas se prendre un contre-échec pour pas que le pion file à dame. Donc par exemple, après dame B2, on va surtout pas faire un coup comme dame F6 puisqu'on va se prendre non pas un contre-échec mais un clouage. Et on va essayer de ramener le roi, mais ce sera trop tard, le pion va filer à dame. Donc faut surveiller tous ces coups de contre-échec et de clouage. Il y a eu dame H8, il a joué dame E8. Donc dame D4 échec, dame D7, dame H8, 3 C7, dame C3 échec. Donc le but des noirs c'est harceler le plus possible
les blancs pour essayer de les empêcher de mener ce pion à la promotion. Dame échec, roi D7, dame F5, clouage. Hein, donc si on donnait échec en G7, le problème c'était E7 et ce pion se rapproche. Il n'a plus qu'une case à franchir pour se transformer en dame. Donc après roi D7, il a préféré clouer le pion. Impossible d'avancer ici, c'est cloué. Dame C4 échec, roi G5, roi D6, coup gagnant. Dame F6, le meilleur coup défensif. Vous pourrez regarder cette finale sur les tables de finale si ça vous intéresse. C'est assez passionnant. Parfois c'est aussi assez incompréhensible. Dame D5 échec, roi G6, roi D7. Ici apparemment il fallait jouer autre chose. Dame A1, très bien défendu. E7, dame A7. Donc la dame a fait le tour, hein. Maintenant elle fait des échecs par l'autre côté. Et voilà, par exemple, le coup qu'il ne faut pas faire, c'est dame A4 échec. Et là, on se prend dame C6, échec croisé. Voilà, c'était l'expression qu'utilisait Nino. Échec croisé, on peut aussi dire contre-échec. Donc contre-échec, c'est terrible puisque ça force l'échange des dames. Et ici, on essaye de revenir, mais trop tard, roi D7. Et c'est une dame qui arrive sur l'échiquier. Nouvelle dame. Dame A7 échec. Roi E8. Dame B8 échec et là contre toute attente, Dimitri après 5 heures de jeu a craqué, 4h30, 5 heures de jeu, grosse tension, dernière partie en plus c'est très dur quand on joue, quand on est les derniers joueurs et que tous les coéquipiers attendent de voir ce qu'on va faire pour savoir si le match va être gagné ou pas, c'est super dur et ici il s'est trompé dans son calcul, il a intercalé la dame, il en avait marre des échecs. Et il y a eu une partie nulle sur le champ, on va montrer après. Il aurait dû ressortir avec le roi et il avait encore quelques chances de l'emporter, bien sûr, avec ce pion à une case. Il manque pas grand-chose hein, pour gagner cette partie, juste une case pour le pion. Mais Jovan Gatino, ce diable de Mulhousien, se défend, ayant qu'il y a eu dame D8, erreur de la part des blancs. Dame échec, roi F8, dame F5, et là c'est horrible, on peut pas décaler le roi parce qu'il y aurait échec et mat en 2 coups. Donc on doit revenir d'où on vient. Et après dame B5 échec, on n'a pas d'autre choix que mettre la dame. Et après dame B8 échec, on n'a pas d'autre choix que mettre la dame. Donc c'est une partie nulle par répétition des coups. Voilà comment s'est terminé ce match. Ce match au couteau, ce match étonnant avec des parties folles, rocambolesques. À couper le souffle. Donc je vais vous mettre le score final voilà, de ce match. La compo de ce match, donc partie nulle à la première table, Quentin Bury qui a gagné cette partie qu'on a vue, Jovan qui a arraché le match nul contre Dimitri, c'est la partie qu'on vient de regarder, donc Matteo qui l'avait emporté, Lucas qui l'a emporté, Amaryllis, bravo à elle, qui a gagné cette partie très très importante. Il y avait eu un 3,5 en poussin de la part de Cannes, mais à noter que si par exemple il y avait eu un 4-0, un swap, en poussin, il y aurait eu 6 partout dans ce match. Et finalement, c'est Mulhouse qui l'emporte 6-5 sur la plus petite des marges, 1 point seulement, avec des parties, vous avez vu, étonnantes. Et donc, c'est sur... alors, l'année dernière déjà, Mulhouse et Cannes s'étaient affrontés. C'était déjà à l'avant-dernière ronde. Il y avait eu match nul et ça s'était joué au goal average. C'est Cannes qui l'avait emporté. Cette année, c'est Mulhouse qui arrache le morceau. Vraiment d'un cheveu, de pas grand chose, d'un coup, une case, voilà, un détail infime, et qui est champion de France 2016. Bravo au club de Mulhouse, bravo aux valeureux combattants des deux équipes, hein, parce que le spectacle a été haletant, on était soufflés avec Nino et Kevin, donc génial spectacle, géniale compétition. Bravo au coach de Mulhouse parce que c'est du boulot. Bravo aux joueurs. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.